On va parler de Jean-Luc Mélenchon, si vous voulez bien. Nos confrères du Monde ont révélé une note signée par 42 cadres et militants insoumis qui se plaignent d'une grande verticalité en termes de décision collective. Ça, je pense que ça veut dire en bon français que c'est Mélenchon qui décide tout seul. Il y a des parlementaires qui ont exprimé leur réticence sur la ligne qui est suivie, par exemple Clémentine Autain, on en parlera, et puis surtout, il y a toutes ces interrogations après la contre-performance de la liste de la France Insoumise aux dernières élections européennes. Certains ont demandé le départ de Mélenchon, comme Laurent Wauquiez a pu quitter son poste dans une circonstance assez proche finalement en termes de résultats électoraux. C'est pas l'avis de tout le monde, je vous propose d'en écouter deux. D'abord Alexis Corbière, le député de la Seine-Saint-Denis qui était ce matin sur France Info, qui est membre de la France Insoumise et qui demande de ne pas zapper trop vite Mélenchon. L'analyse un peu feignante qui consiste à dire le problème c'est Mélenchon, il faut sortir la France Insoumise du moment Mélenchon, etc. Franchement, c'est une illusion qui est un peu courte de mon point de vue. Il faut par contre, une fois de plus, réfléchir sur qu'est-ce qu'on fait à l'avenir, à partir de qui est le mieux placé, si je puis dire, pour le faire. Jean-Luc a été quand même une locomotive de notre mouvement, c'est lui qui l'a porté, ne soyons pas à peur, c'était il n'y a pas si longtemps, en 2017. Mais si on vous écoute bien, il s'interroge aujourd'hui sur le rôle qu'il peut jouer, Jean-Luc Mélenchon. Oui, bien sûr, il se pose des questions, il a le droit, je veux dire, il a le droit. Alors en fait, cette réserve, elle est assez générale chez les responsables de la France Insoumise, en tout cas quand les micros sont ouverts. Même Clémentine Autain, donc, qui est députée la France Insoumise, elle aussi de Seine-Saint-Denis, qui avait été très critique sur la ligne suivie par le parti pendant les élections européennes, ne demande pas le départ de Mélenchon. Elle l'a dit ce matin sur RTL. Ce que je demande, c'est pas le retrait de Jean-Luc Mélenchon, c'est de bien mesurer la ligne et de changer d'orientation politique. Il est capable de le faire. C'est pas tout à fait la même chose. C'est possible de le faire. Je me souviens qu'il y a 2 ans, il a eu un profil politique rassembleur qui nous a hissés très haut. Voilà. Donc je peux pas vous le dire plus clairement. C'est que c'est l'ensemble de l'orientation de tout le monde. Si vous dites on se sépare de Jean-Luc Mélenchon, il n'est plus notre leader, mais que vous avez la même ligne politique, je ne suis pas sûre qu'on ait énormément progressé. Ouais. Adrien Matou, c'est quoi? C'est une question de ligne, c'est une question de personne, ou est-ce qu'on peut vraiment séparer les deux? Extrêmement compliqué, parce que c'est pour ça qu'on la pose. Il y a beaucoup de choses qui s'enchevêtrent. Le problème, c'est que en fait, Clémentine Autain a posé la question de la ligne juste après les élections, et le débat s'est quasiment entièrement concentré sur la ligne des Insoumis, trop union de la gauche ou trop populiste selon les avis. Or, ce qui est vrai, c'est que ces questions de ligne, il y a quand même peu de gens qui en sont conscients. C'est-à-dire qu'il y a les journalistes politiques, il y a les gens qui suivent de très près la politique, mais le gros des électeurs ne saisit pas trop ces nuances-là. Alors, sur la question de Mélenchon, je pense que les facteurs de la défaite des Insoumis aux européennes, en partie sont liés à sa personne, en partie non. Il y a des éléments qui ne sont pas de son ressort. C'est-à-dire que traditionnellement, ce sont des mauvaises élections pour la gauche radicale, puisque son électorat s'abstient lors de ces élections. Et on peut aussi penser qu'en 2017, il y avait beaucoup de votes utiles sur la personne de Mélenchon, parce que c'était le candidat le mieux placé à gauche. Du coup, il y a beaucoup de sympathisants socialistes plus modérés qui avaient voté pour lui et qui là sont revenus sur Europe Écologie Les Verts ou les socialistes. Mais par contre, il y a des éléments qui sont directement liés à Mélenchon. Pour beaucoup de gens, Mélenchon, aujourd'hui, c'est les perquisitions. C'est son attitude pendant les perquisitions. C'est le bruit et la fureur. Et donc, en vérité, on peut se poser la question d'un certain rejet de Mélenchon, surtout qu'il s'est impliqué pendant cette campagne. Mais de l'autre côté, la France Insoumise, c'est Mélenchon. Le succès de la France Insoumise en 2017, c'est la figure de Mélenchon. Et c'est lui qui l'incarne mieux que personne. Les autres insoumis ne sont pas très connus et ils n'ont pas sa dimension. Donc c'est vraiment une équation très très compliquée à résoudre pour lui. Vous pensez qu'il va pouvoir tenir, Olivier Ravanello? C'est juste un mauvais moment à passer? Je pense que la vraie question, c'est de savoir ce qu'ils veulent aux prochaines élections. C'est-à-dire, est-ce qu'ils veulent être à 6 ou 7, ce qui, de mon point de vue, est leur corpus naturel, idéologique et la réserve de ce courant de pensée aujourd'hui dans le pays, ou est-ce qu'ils ambitionnent de pouvoir remonter à 17, 18, peut-être plus, et le seul qui est capable de faire monter la mayonnaise, on l'a vu durant la campagne, c'est Mélenchon. Il a un talent, il a un charisme, il a un talent d'orateur, il a une capacité à élargir son socle, y compris par des alliances politiques, que n'ont pas les autres. Donc le choix, il est là. Après, que Mélenchon soit insupportable au sens littéral du terme, oui, il est insupportable par les gens qui travaillent avec lui, mais il est insupportable parce que c'est le ressort de son engagement politique. Il parle aux gens qui ne supportent plus la situation. Donc Mélenchon est quelqu'un d'insupportable. Mais c'est le seul à les faire monter à 17 ou à 18. La question du jour sur le Figaro.fr. Après les mauvais scores
de la France insoumise aux européennes, Jean-Luc Mélenchon, doit-il se mettre en retrait du parti? Et 88% des internautes du Figaro répondent oui. Est-ce que c'est pour le bien de la France insoumise? Je ne sais pas, c'était pas dans la question. Arnaud Benedetti, il est insupportable, Jean-Luc Mélenchon? Non, je pense qu'il a surestimé le concept d'insoumission. Il partait d'un point de vue qui était de considérer que finalement, il y a aujourd'hui un potentiel de colère dans le pays qui est tel qu'il va le porter d'une manière irréversible au pouvoir. Ça, c'est la thèse de Mélenchon. En même temps, il est quand même très réaliste et il sait ce que c'est qu'un rapport de force politique, compte tenu quand même de son parcours. Mais je pense qu'il y a un autre problème. Au-delà de sa personnalité, au-delà de sa communication, en effet, qui est une communication qui casse les codes du politiquement correct, au-delà de son attitude lors de la fameuse perquisition, il y a un problème de ligne politique aussi à la France insoumise. C'est-à-dire que, finalement, quand on regarde de près, vous avez deux lignes à la France insoumise. Vous avez une ligne qui est plutôt populiste, souverainiste, et puis vous avez une autre ligne qui est incarnée, entre autres, par Mme Autain ou par Mme Obono, qui est plus sociétale, voire indigéniste. Et la difficulté, c'est que, finalement, Jean-Luc Mélenchon, qui est un homme de synthèse, aussi à sa façon, en tout cas dans cet espace politique, n'a pas véritablement arbitré, ou lorsqu'il a arbitré, il a plutôt donné l'impression d'arbitrer contre les souverainistes que contre les communautaristes. Donc je pense qu'il paye aussi, d'une certaine façon, l'ambiguïté qui est la sienne à l'intérieur de sa propre formation politique. Il a certainement brouillé les messages, et encore une fois, c'est quelqu'un qui avait un potentiel, et qui peut-être encore a un potentiel électoral qui est assez important, mais qui manifestement n'a pas su arbitrer entre des lignes politiques qui, à mon sens, se sont assez opposées finalement à l'intérieur d'une même maison. Est-ce qu'il faut arbitrer? Est-ce que Mitterrand n'est pas dans la même situation? Est-ce que ce qui lui permet de gagner, c'est justement de ne pas arbitrer et à un moment donné, sur une élection qui focalise sur sa personne, de réunir tout le monde? Le problème, c'est qu'il a donné le sentiment d'arbitrer. On voit bien que la façon dont il a traité notamment un certain nombre de souverainistes à l'intérieur de la formation politique, et qui ont été d'ailleurs éjectés, donne le sentiment que finalement, pour des raisons électorales, liées certainement à l'implantation électorale d'un certain nombre de ses députés, il a plutôt arbitré, disons, dans le sens et le paradoxe, dans le sens de Mme Autain, et qui aujourd'hui, finalement, le critique sur sa ligne politique. Donc je pense qu'il a aussi cette difficulté qui explique en partie, pas seulement, les déboires électoraux qu'il a pu rencontrer lors de cette élection. Guillaume Bernard, c'est aussi, votre avis, c'est la ligne prise par le parti dans ces européennes, plus que la personne de Jean-Luc Mélenchon qui a été sanctionnée? Oui, je suis plutôt effectivement de cet avis, c'est-à-dire que incontestablement, il se pose à la France insoumise un véritable enjeu de savoir sur quelle base sociologique ils vont s'appuyer pour pouvoir faire le score le plus élevé possible, et que l'une des possibilités qui s'offre à eux, c'est d'essayer de capter, de mobiliser d'abord, et puis d'essayer de le capter, l'électorat d'origine immigrée. Le problème, c'est que ça présente évidemment pour eux un vrai risque, parce qu'évidemment, cet électorat-là, il n'est pas a priori véritablement, je dirais, compatible avec les thèses républicaines, d'une part. Et puis, évidemment, il y a la question de la dérive, d'après certains, vers le populisme, parce qu'évidemment, défendre le peuple contre, je dirais, les élites, eh bien, ça peut-être les conduire à l'inverse, prendre position de manière plus ferme sur les questions de l'immigration, ou peut-être même, et pour des internationalistes c'est quand même compliqué, peut-être même avoir à opter ou à se prononcer sur la question du protectionnisme. Donc ça, je crois qu'il y a la question du discours. Mais je crois qu'il y a aussi une autre question, c'est qu'ils sont tombés des nues, tout simplement. C'est que, bien sûr, la crise à la France insoumise couvre, parce qu'on sait bien comment ça fonctionne, hein. Il y a la structure nationale qui est extrêmement refermée, et puis les structures locales qui, elles, sont parfaitement libres. Mais les structures locales n'ont aucune influence normalement sur ceux qui dirigent la France insoumise. Donc ça couvre depuis un certain temps, mais il est bien évident que ça éclate aujourd'hui en raison des résultats, parce qu'ils se sont pris à rêver. Ils pensaient qu'ils pesaient à eux seuls 20%. Ils n'étaient pas loin de ça au présidentiel. Oui, parce que c'était une présidentielle et que c'était capté par une personnalité talentueuse, un tribun populaire, effectivement, un tribun de la plèbe, qui est Jean-Luc Mélenchon. Mais je suis au regret de leur dire que depuis la chute du mur de Berlin, le collectivisme est en train de régresser et que la force, je dirais, politique, elle ne vient plus, enfin l'épanouissement politique, le dynamisme politique ne vient plus par la gauche, et que si on additionne toutes les listes de gauche aux européennes, ou si on additionne tous les candidats de gauche à la présidentielle, eh bien, ils pèsent 25%, et pas plus. Je vais rajouter deux petits éléments.
Sur l'électorat immigré, je suis en désaccord parce que je pense que la ligne, alors moi je l'appellerais pas indigéniste, je trouve ça un petit peu excessif. Oui, mais je l'appellerais gauchiste plutôt. Je pense qu'elle séduit plus une bourgeoisie urbaine que justement les électeurs immigrés qui souvent sont très républicains. D'ailleurs, il y a des électeurs. Pour ceux qui se déplacent, mais justement, s'ils veulent essayer de mobiliser ceux qui ne se déplacent pas. Oui, mais je suis pas sûr qu'ils se mobilisent sur un discours communautariste. Par exemple, Alexis Corbière est quelqu'un de très républicain, il est élu en Seine-Saint-Denis. Deuxième élément. Je pense qu'il y a, pour le coup, un sujet sur lequel tout le monde est d'accord au sein de la France insoumise, c'est le manque de démocratie interne au mouvement. Et les départs de cadres ne sont pas dus qu'à des questions de ligne politique, mais aussi à ce manque de démocratie interne qui a renvoyé une mauvaise image. Babino, un internaute fidèle, nous dit « On fait la même erreur avec Jean-Luc Mélenchon qu'avec Marine Le Pen. Elle a survécu à sa lourde défaite des présidentielles. Mélenchon aussi peut survivre. » Oui, allez-y. Pour ce qui est de Marine Le Pen, je pense que Marine Le Pen n'a pas tué le Rassemblement national, mais si en revanche Marine Le Pen s'entête à vouloir être la candidate du Rassemblement national, le débat et la décrédibilisation de sa personne lors du débat de 2017 va lui revenir en boomerang. La comparaison Mélenchon-Le Pen, la résilience de Marine Le Pen, comme on dit aujourd'hui. La résilience de Marine Le Pen, elle est liée à la résilience d'une formation politique qui a plus de 40 ans d'âge aussi. Il faut quand même voir ça aussi. Si vous voulez, la France insoumise est une formation politique, une offre politique récente. Elle n'a pas la même histoire que celle du Rassemblement national. Donc ça, je crois que c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que l'échec de Marine Le Pen est un échec relatif à la présidentielle. C'est l'échec surtout de son débat qui a profondément marqué. Mais quand on regarde quand même le résultat, elle est présente au second tour, elle progresse même en voix et en pourcentage entre les deux tours, et force est de constater que les résultats de l'élection européenne sont plutôt quand même s'ils ne sont pas peut-être à la hauteur des espérances de Marine Le Pen et de l'état-major du Rassemblement national, plutôt en progression. Donc je ne crois pas qu'on puisse véritablement faire une comparaison entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, d'autant plus que du côté de Marine Le Pen, il n'y a pas de discussion à l'intérieur aujourd'hui du Rassemblement national sur la ligne, aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, sur la ligne politique. Est-ce que c'est Yannick Jadot qui ferait aussi de l'ombre à Jean-Luc Mélenchon? Vous le disiez, Adrien Matou, en 2017, Mélenchon, c'était la seule alternative à gauche. Aujourd'hui, c'est plus le cas? Alors, je suis très sceptique sur la pérennité du vote écolo, parce que je pense que la majorité des votes... Bon score, de plus de 13% aux européennes. Oui, alors voilà. Médite avait fait 16. Alors déjà, non mais déjà quand on dit très bon score, 13%, déjà on est un peu interloqué. Et ensuite, la moitié de ces 13% sont des décisions dans la dernière semaine, et sur une campagne qui a vraiment tourné autour du thème de l'écologie. Et aujourd'hui, en plus, Yannick Jadot se réclame pas du tout de la gauche et même un discours social quasiment inexistant. Donc je pense qu'il est plus sur un créneau modéré que Jean-Luc Mélenchon. Il y a très peu de discours social dans ce que dit Yannick Jadot. Il va servir de supplétif à Macron. C'est une hypothèse. Oui, avec des potentiels de division aussi qui sont non négligeables chez les Verts. Entre voilà. l'aile gauchiste et l'aile pragmatique, le débat n'est pas tranché. Vous avez esquissé les uns et les autres cette différence de positionnement entre la France insoumise pendant la campagne présidentielle de 2017, plutôt populiste, souverainiste, et puis la France insoumise plus communautariste ou gauchiste. Apparemment, ça ne leur réussit pas. Est-ce qu'on peut imaginer un nouveau coup de barre idéologique pour changer un peu le positionnement? Olivier Ravanello, ça vous paraît? Moi, je continue de penser qu'il y a ces deux familles et que Mélenchon a été capable de les réunir. Oui. Donc il peut être capable d'être davantage regardez le score fort. Regardez le score du Parti communiste aux dernières élections européennes. Oui. De 2,5%, donc, c'est ça. Où Mélenchon est capable, à un moment donné, sur une présidentielle, de prendre tout le monde et vous ajoutez, et on tombe à peu près sur les 17-18, et je pense que c'est le maximum de ce qu'ils peuvent faire, mais ça peut suffire à se retrouver à un deuxième tour. Mais si vous n'avez pas la personnalité de Mélenchon et que vous n'avez que des Corbière, que des Autain, etc., cette synthèse, ils n'arriveront pas à la faire. Ils n'arriveront pas à la faire. En tout cas, au sein de la France insoumise, il y a quand même, à part Clémentine Autain qui était très offensive sur le retour à l'union de la gauche, il y a quand même quasiment tous les ténors de Quatennens à Corbière, en passant par Coquerel, qui ont prôné pour un retour quand même à la ligne populiste de 2017. Oui, enfin, si l'objectif de Jean-Luc Mélenchon est de conquérir l'Élysée, ce qui, à mon avis, reste son objectif, il faudra bien qu'à un moment donné, il arrive à avoir une alliance avec les sociaux-démocrates. Et c'est là que se pose le problème, c'est que je ne vois pas aujourd'hui de zone de convergence entre quand même les sociaux-démocrates et l'idéologie de l'insoumission. Ça me paraît assez compliqué à ce stade. Mais justement, dans la stratégie populiste, c'est pas ces électorats qui sont visés, quoi.